Bonjour, chronique essai aujourd'hui, mais essai sur le cinéma et plus précisément le cinéma japonais avec le cinéma japonais de Donald Ritchie. Alors, le titre original est un peu plus précis, c'est 100 Years of Japanese Film. C'est traduit d'anglais par Romain Slocombe avec une préface de Paul Schrader. Ça a été publié aux éditions du Rocher en 2005. Le livre original datait de 2001 et il fait dans les 400 pages. Donald Ritchie, décédé en 2013, est un nom important dans l'histoire de la critique du cinéma japonais. Il fut en effet un des premiers critiques occidentaux, américains en l'espèce, à s'intéresser à cette ample matière, ce depuis son arrivée dans l'archipel en 1947 au sein des troupes d'occupation, et à y intéresser l'Occident avec lui, jouant un rôle de passeur qui lui a valu d'être comparé à un Lafcadio Hearn contemporain par Tom Wolfe, tandis que le réalisateur Paul Schrader, dans sa préface à ce volume, avance que tout ce qui a filtré du cinéma japonais en Europe et aux États-Unis pendant une longue période, c'était à lui qu'on le devait. Donald Ritchie s'intéressait à bien des aspects de la culture japonaise. Sa bibliographie abondante est loin de s'en tenir au seul cinéma. Toutefois, il a donc été particulièrement important dans ce domaine et y a consacré nombre d'ouvrages, éventuellement très divers, car il s'agissait aussi bien de livres généraux sous forme d'histoire du cinéma japonais. Le premier titre du genre fut en 1959 The Japanese Film Art and Industry, coécrit avec Joseph Anderson et séminal. L'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, 100 Years of Japanese Film, le titre français n'est guère éclairant, en est le quatrième et dernier exemple datant de 2001. Donc aussi bien des ouvrages généraux que des ouvrages plus spécialisés et notamment d'importants essais consacrés à Kurosawa Akira ou Ozu Yasujiro. En plus de 40 ans de publication d'ouvrages consacrés au cinéma japonais, l'auteur a eu l'occasion d'envisager le médium sous divers angles. Ces différentes histoires du cinéma japonais ont, semble-t-il, chacune une approche particulière, destinée à éviter les redondances. Dans le présent ouvrage, il faudrait donc mettre l'accent sur une dichotomie que l'on a pu croiser ailleurs, mais sur laquelle l'auteur insiste particulièrement, le cinéma représentationnel contre le cinéma présentationnel. Avec le risque de sombrer dans l'essentialisme, Donald Ritchie assimile plutôt le premier à l'Occident, il représente, il est réaliste, il prétend montrer la réalité, tandis que le médium présentationnel serait typique, sinon de l'Asie, du moins du Japon, qui ne s'embarrasserait pas de la réalité nue et jouerait davantage des effets de style, en relevant toutefois que des courants notables en Occident, comme l'impressionnisme ou l'expressionnisme, joueraient également de cette approche. J'avoue être un peu sceptique, même si cette problématique est régulièrement reformulée au fil de l'ouvrage, et y gagne, à mon sens, en se focalisant sur la notion ambiguë de réalisme cinématographique, ou artistique plus généralement. Toutefois, cette opposition entre Occident et Japon, pour le coup, me paraît bien trop lapidaire. Ce premier aperçu plus ou moins convaincant ne doit cependant pas dissuader de lire la suite, parce que si cet ouvrage a ses défauts, dont un plan naze, le reste j'y reviendrai, il brille cependant bien davantage par ses qualités et se dévore avec un plaisir de presque tous les instants. Ceci d'autant plus que l'auteur sait se montrer très précis, très pointu, mais prend soin de toujours emmener le lecteur avec lui sans jamais le perdre, au fil de développements limpides et pénétrants. En témoigne peut-être surtout la très longue partie consacrée à ce cinéma muet dont nous n'avons presque rien conservé. Bien loin par exemple de ne reléguer la question des banshee au rang d'anecdotes pittoresques, il livre une analyse serrée de ce phénomène qui en dégage toute la complexité. Non que les anecdotes manquent à vrai dire, mais elles font pleinement partie de la démonstration. Un double exemple, page 28-29. Les Banshee effectuaient même des enregistrements lesquels se vendaient bien et s'écoutaient sans l'accompagnement du film. Un des derniers Banshee déclamait toujours son plus grand succès, Le cabinet du docteur Caligari, 1919, de Robert Wiene, sur la scène, mais sans projection du film. Il enregistra même un 78 tours d'une partie de son texte et les ventes furent exceptionnelles. Les Banshee étaient utilisés de beaucoup d'autres façons. L'un d'entre eux, par exemple, résolut un épineux problème de censure. Il s'agissait d'un film produit par la firme française Pathé, La fin du règne de Louis XVI, Révolution française, circa 1907, non conservé. Un titre incendiaire du fait que le Japon avait proclamé son propre souverain comme étant d'ascendance divine. La veille de la projection, le film français fut retiré sous prétexte de menaces pour l'ordre public. À sa place parut un autre film, Histoire extraordinaire de l'Amérique du Nord, Le roi des grottes, Hokubei Kiden Gankutsuo, 1908, non conservé. C'était en réalité le même film, sauf que désormais Louis XVI était le chef d'une bande de voleurs, et la populace attaquant la Bastille devenait un groupe de citoyens locaux, loyaux, aidant la police à supprimer les hors-la-loi, l'action se déroulant dans les montagnes rocheuses. Après quoi chaque réalisateur notable se voit accorder de longs et pertinents développements, le plus souvent, ce qui n'empêche pas l'auteur d'exprimer sa subjectivité. Du côté des stars, Ozu et Kurosawa suscitent les développements les plus flatteurs, sans surprise, mais par exemple Mizoguchi beaucoup moins.
Donald Ritchie admet qu'il a réalisé d'excellents films, mais son traditionnalisme au regard des techniques de réalisation ne l'inspire guère, et les commentaires sont régulièrement sceptiques le concernant. Maintenant, le véritable atout de cet ouvrage est sans doute de mettre en lumière des réalisateurs moins connus en Occident, mais qui sont traités ici sur un pied d'égalité avec des auteurs plus adulés et qui s'exportaient mieux. Il y a vraiment des analyses passionnantes à cet égard et qui savent aussi, le cas échéant, prendre un peu de distance, pour le mieux. Ainsi, dans la lecture critique de la nouvelle vague japonaise, pour l'auteur essentiellement un concept de marketing. Les indépendants antérieurs doivent être relevés, et si Oshima a fait une brillante et intègre carrière, c'était aussi en s'émancipant de cette désignation promotionnelle sans renier son engagement politique. En somme, ce livre est une mine, j'y ai pioché bien des références. Vers la fin de l'ouvrage, cependant, les choses se gâtent, d'une manière que j'ai trouvée assez brutale et passablement navrante. Donald Ritchie, si pertinent jusqu'alors, me paraît sombrer un peu dans une posture de vieux con. Sur la base d'une lecture bancale de la notion de Cool Japan, peut-être, l'auteur n'a que mépris pour le cinéma japonais exporté des années 90. De Kitano, il ne retient que l'ultra-violence, puis y associe un sentimentalisme sirupeux qui ne vaut pas mieux. Les notices en fin d'ouvrage portant sur ces films sont systématiquement méprisantes. La vague de l'horreur nippone, tout au plus peut-on en sauver, peut-être, Kurosawa Kiyoshi. Tsukamoto, pas le moindre intérêt. Tetsuo, c'est du facile, fait pour plaire aux jeunes, c'est, autrement dit, du manga. En fait, ce dernier terme revient alors régulièrement et systématiquement de manière négative. Or, en bien des endroits, on a l'impression que pour le coup, Donald Ritchie ne sait absolument pas de quoi il parle. Notez, je ne m'y connais pas non plus, hein, mais là, ça se voit. Et ça ressort d'ailleurs d'autres allusions sur la dimension commerciale et transmédiale de tous ces phénomènes. Dragon Ball est un jeu informatique, etc. Le cinéma d'animation, qui n'avait pas du tout été traité jusqu'alors, mais l'est en bloc de ses origines à nos jours en fin de volume, en fait très souvent les frais. Et les notices là encore sont éclairantes. Ritchie ne panait visiblement pas grand-chose à Akira par exemple, outre que ses retours sont paradoxaux sur le plan technique. Mais tout cela renvoie sans doute à une attitude de l'auteur jusqu'alors davantage implicite, à un profond scepticisme au mieux à l'égard du film de genre. Si le Shambhala et les films de Yakuza peuvent occasionnellement retenir son attention, et encore quand c'est Kurosawa qui signe les premiers, globalement la matière est délaissée et plus ou moins bien comprise peut-être. Le cas de Fukasaku m'intrigue un peu notamment. La science-fiction, le fantastique, rien ou presque. La première se limite à Godzilla, et mieux vaut donc ne pas en parler du tout. Le second, passer les contes de la lune vague après la pluie, point de salut. Allez, peut-être Kwaidan de Kobayashi Masaki, décoratif. C'est fâcheux. Pourtant, dans ces derniers développements, tout n'est pas non plus à jeter. Car l'auteur évacuant bien vite et dans une grimace qui en dit long les Kitano comme les Ghibli, avec la vieille horreur Miike et Tsukamoto au milieu, consacre tout de même des développements plus amples à des réalisateurs bien moins connus de par chez nous, avec une ultime focalisation sur le documentaire qui est tout à fait passionnante. Notons que le livre s'achève donc sur des notices de films qui étaient alors disponibles en vidéo ou DVD. La liste est bien sûr obsolète et pas qu'un peu, mais on peut y trouver des pistes intéressantes entre deux persiflages d'autant plus agaçants qu'ils sont ainsi lapidaires. Le cinéma japonais est globalement un bon ouvrage, longtemps passionnant car passionné même, mais on regrettera que sur le tard les préjugés de l'auteur se montrent aussi envahissants, et si souvent en dépit du bon sens. Cela reste une lecture intéressante, mais sans doute à prendre avec des pincettes.